So I hear the word trust a lot tonight. I've heard trust in several different presentations, and in my work, that's also essential. I have clients that I've worked with for 10 years, and I work with them and they work with me because we trust each other, because we know that we have a common ground. So for me, I was asked, what's my role? What's the role of a translator? And I'm an editor, but a different kind of editor, in that, editing, in my situation, is revising your text so that it's clear. So what is my role? My role is basically to remove the language barrier for a francophone to an anglophone peer review process, so that when your article is being reviewed, they are looking at your content and they're not getting stuck with your mistakes in English. So that is all out of the way, so that your language is as clear as possible, your article is as beautiful as I can make it, so that the rest is what the focus is. So in the peer review process, even tiny mistakes in English can be stumbling blocks, and so we want to avoid that. So you want to make sure that I, or whoever you're working with, has the last look before submission. If your translator or your editor sends you something and you decide you want to make a little adjustment, don't send it. Send it to me. Ask me, is that word okay? And then send it in. Because sometimes I've received things later on and it's one word that a reviewer said, this requires a linguistic revision. Well, it's just small things like that. And I see some smiles over there because you know what I'm talking about. But my commitment to my clients is that when I translate their work or when I revise their work, it's their voice and it's their style. So the things that come out of my workshop are not the same language. They're different depending on the client. So you've got to make sure that you recognize yourself in the work that you get back. Question, translate or edit? Are you going to try to write in English? Well, I'm going to say, how busy are you? And how much money do you have? Because it's a trade-off. If you write in English, and it's your second language, if you're confident writing in English as a second language and you think that you'll only need small revisions, go ahead and try it, see how it goes. But honestly, if I'm given a paper in French that is in English that is really not well written, that is a lot of work to fix, I can guarantee you that no matter how hard I work on it, the final quality will never be as good as if it was a straight translation. I wish I could say that they would be equivalent. They almost never are. It's good, it will be good, but it will never sound quite the same. It will never quite sound like you. So pay attention to that. So yes, it's a trade-off. A translation can cost a bit more, but actually if I have to do a lot of work on editing, it can come almost to the same. So you know best what your skill is. And if you don't, find out. If you want to write in English and you want to work with an editor over time to improve your English through your writing, be serious about it. So if I'm revising your work, read what I've done, learn from it, and don't do the same thing the next time. Okay, so actually be committed to learning, and then we can work together. Because I have clients who've done this and they're really made progress. The other thing is translators, like myself, and editors are as specialized as researchers, or can be as specialized as researchers. I specialize in this field. I have a master's in health administration from the Université de Montréal. I worked in the field for about almost 25 years in senior administrative positions. I left the sector, and after a couple of years sort of found myself doing this work, and I've been doing this for now 13 years. So my work is in health administration and it is in health policy, and so when I read an article, I know the subject matter, I can ask the questions, I can see the logic, I can tell you if I think, I can point out things that maybe don't make sense or where maybe some tightening is needed. So if you're looking for someone,
look for someone who your colleagues trust. If you use someone that's unknown, and of course you have to at some point, have that work checked by at least 2 English-speaking colleagues to make sure that it's clear, it's well written. But be careful, because sometimes when you do that, those colleagues want to make a lot of changes, and you need to know what's substantive and what's just style. But do always, but then once you've found someone, stick with that person for a long time. I had another question about, how do we improve our writing skills? Well, I say just write, but learn from corrections. Read the literature in your field in English a lot and pay attention to it and figure out what things that you're reading communicate easily to you and which things do you find difficulty reading, and then ask yourself, why is this easy to read for me and this difficult? And then follow that pattern. And usually it's shorter sentences, simpler language, clear logic. So those are the things that you want to emulate. There are books that I can recommend if anybody really wants to go there. And then I was asked about the most frequent mistakes that people make, and I would say in my work it's mostly les faux amis, and there are many, many of them. So, words like, let me think here. I often see implantation for implementation, or délai and delay, not the same thing. Notoriété and notoriety, not the same thing. Éventuel, eventually, not the same thing. There are many, many such words. It's very easy to fall into them, and I watch for those, and it's my job to do that. So, I guess if you have any questions, as I said, afterwards, I'm available. Thank you. Donc, moi, je vais répondre à 2 questions, 2 idées. Un que Valérie a lancé, qui est publier avec qui et sur quelle règle du jeu. Le deuxième, publier quoi, comment. Et c'est une suite logique à la présentation de nos collègues sur cette panel. Comment travailler ensemble est une question fondamentale dans le monde de la recherche. Oui, il y a des questions éthiques importantes. J'ai la chance de travailler avec un étudiant de PhD qui termine très bientôt sur le sujet de authorship ethics. C'est extrêmement complexe. Valérie a rapidement présenté un modèle de comment on établit les règles du jeu, qui publie quoi, en quel ordre. C'est bien plus compliqué que ça. Parce que, surtout dans le monde de santé publique, on est dans un contexte multidisciplinaire. Des fois, on travaille en interdisciplinarité. Les règles du jeu ne sont pas normales. Il y en a une multitude de normes de comment publier ensemble. Si on est dans les biosciences, c'est reconnu que les 2 auteurs les plus importants, c'est la première et la dernière. La première, c'est une personne normalement qui a fait l'étude, qui a rédigé peut-être le document central, c'est l'étudiant du PhD, le postdoc. Le dernier, c'est souvent le directeur du labo, qui peut-être n'a même pas lu le texte, qui arrive assez souvent. C'est des problèmes éthiques importants de publication. C'est pas du tout la norme dans d'autres secteurs. On peut avoir des publications avec 50 ou 500 auteurs. Est-ce qu'on peut imaginer vraiment que 500 auteurs ont lu la texte, ont fait des commentaires? Non, évidemment pas. C'est des choses qui arrivent en physique nucléaire. Dans les sciences sociales, souvent le norme est publication en très petits groupes. Un groupe de 3 est considéré large. Et c'est en ordre alphabétique. Donc, si vous avez la mauvaise chance de l'appeler Williams-Jones, vous êtes toujours dernière sur les publications. Et dans un style de citation où on cite l'auteur en parenthèse dans le texte, bien, vous êtes toujours étal. Donc, jamais cité. C'est des situations qui soulèvent des conflits importants parce que presque toujours les chercheurs dans un contexte de recherche multidisciplinaire arrivent avec leur norme comme leur norme, c'est évident. C'est évident qu'on publie en ordre alphabétique, ou c'est évident que le premier est l'étudiant. Mais des fois, le premier est le directeur, même si l'étudiant a écrit le texte. Ce qui est évidemment un problème majeur de éthique en publication. Ce qui est essentiel pour développer la confiance dans une relation de collaborateur, c'est d'annoncer dès le départ c'est quoi les règles du jeu. Comment est-ce qu'on travaille sur ce texte?
soyez clairs, il n'y a pas de normes universelles et les normes sont en train d'évoluer via des discussions dans la littérature scientifique parce que les gens sont confrontés avec ces questions de pourquoi est-ce qu'on a nommé ces personnes? Oh, parce qu'ils viennent d'un pays en voie de développement, mais ils ne sont pas capables d'écrire dans la langue. Mais ce n'est pas grave. Sauf cette collaboration, on n'aurait jamais accès au terrain. Donc, est-ce que c'est un gift authorship ou c'est une vraie collaboration de recherche? C'est des questions réelles et actuelles. C'est des questions soulevées par des ghost authors. L'industrie pharmaceutique était reconnue pour ces problèmes où on paie des écrivains scientifiques de rédiger un manuscrit et ensuite on achète le nom d'un grand chercheur, un opinion leader, et on paie quelques mille dollars pour mettre le nom sur un texte scientifique. C'est de la fraude académique. Ça arrive. Mais dans le cas extrême, on voit toutes sortes de problèmes parce que c'est les non-dits. C'est le règle dans mon labo ou dans mon équipe. Mais on n'a jamais établi les règles du jeu de façon transparente. On n'a jamais discuté quelle devrait être une attribution éthique de la responsabilité. Qui est responsable pour quoi? L'essentiel, c'est d'avoir cette discussion. D'être capable de dire « Non, je pense différemment ». Mais c'est évident que c'est difficile à faire quand vous êtes étudiant et quand le PI, la personne qui est responsable, a le mot à dire. Et dit « Ça, c'est les règles du jeu ». Mais l'autre chose à dire en tant qu'étudiant, c'est que vous n'avez pas l'obligation de travailler avec qui que ce soit. Ça, c'est la liberté académique d'établir les collaborations qui sont fructueuses. Donc, la suite de ça, c'est, oui, je peux collaborer avec mon directeur, mais je devrais également collaborer avec d'autres gens, mes collègues. C'est vous, vos collègues, les gens avec lesquels vous avez fait vos études, ça, c'est vos futurs collègues de recherche. Ce n'est pas le directeur de thèse. Le directeur de thèse passe à d'autres choses. Mais c'est vos amis, les gens avec lesquels vous avez passé des longues nuits en étudiant, en pratiquant pour des examens et en rédigeant, qui sont vos collègues pour l'avenir. Donc, dès le départ, bâtir ces collaborations avec lesquelles il y a une sympathie. Des fois, d'être stratégique, de cibler l'anglophone parmi le groupe comme soutien. Soyez honnête, c'est une stratégie à faire. Mais demande ça par la dernière minute. Donc, s'il vous plaît, faites-moi une correction gratuite. Non. Ça ne vaut pas un deuxième auteur. Par contre, une collaboration dès le départ qui dit « Oui, je ne suis pas complètement à l'aise dans la langue, mais ensemble, on va bâtir un article intéressant parce que, au-delà de votre capacité linguistique, vous avez des idées innovantes à contribuer à la façon de construire cet article. » Ça, c'est une bonne collaboration. Et souvent, ça, c'est quelque chose qui est essentiel et c'est le développement d'une collaboration qui va durer des années, qui est basée sur la confiance. Parce que vous ferez l'exercice de travailler avec des gens, puis, en fin de compte, ça ne marche pas bien. Des différentes expériences, des différentes façons de rédiger même, le style de pensée, ça ne marche pas. Super pote, c'est génial, on peut bien sortir ensemble, mais le travail collaborateur, ça ne marche pas. Le contraire, c'est je ne peux pas collaborer avec cette personne, on va rédiger des bons textes, mais je déteste cette personne. Ou je n'ai pas confiance dans leur façon de le faire, leur éthique personnelle. Ne travaille pas avec cette personne, même si c'est une personne qui est capable de faire publier des textes. Ça ne vaut pas la peine. Deuxième point, c'est publier quoi? Est-ce que je peux faire l'article en saucisson? Je prends l'étude, je coupe en 5, je publie 5 versions de ça. J'ai 5 publications au lieu de 1. C'est efficace. Dans leur guerre d'avoir le plus de publications possible, c'est très efficace. Et c'est reconnu comme un type de fraude académique aussi. Donc, évite ça. Par contre, de dire, j'ai un lectorat. Non, tu as une multitude de lectorats. Ce qui manque, c'est votre créativité de dire comment est-ce que je traduis le contenu de cette idée à une audience qui peut apprendre de mes idées. Donc, de faire l'effort de traduire des connaissances qui viennent de santé publique à un monde de l'informatique, génial. C'est une façon extrêmement efficace de publier parce qu'on fait un transfert de connaissances entre domaines ou entre disciplines. C'est un de nos forces en bioéthique et ça nous permet de publier dans une diversité de domaines. Je publie quasiment jamais dans les revues en bioéthique parce que je publie dans d'autres revues où il y a des problèmes qui nous interpellent. Et on arrive avec un modèle, avec une idée de notre secteur, et c'est du rocket science. Parce que, j'ai regardé ailleurs, eux, ils ont réglé le problème il y a 30 ans. Mais là-bas, on est dans des silos disciplinaires, on ne lit pas. Donc, de faire ce transfert est innovant.
c'est dur de le bien faire parce qu'on a besoin de suffisamment maîtriser la langue de notre secteur où on veut le publier et de voir comment l'idée peut être transformée pour répondre à une problématique particulière qui n'est pas résolue dans cet autre secteur. Donc, c'est un travail important à faire. Mais commence peut-être avec le petit texte, le commentaire, le letter to the editor. C'est une façon de lancer une idée, de le partager avec différentes communautés. Fais un commentaire, fais un compte-rendu, fais un travail créatif. Notre revue, on prend des pièces de théâtre, des urban legends. On prend toutes sortes de choses parce qu'on est une revue expérimentale qui essaie de valoriser différentes façons de faire des transferts de connaissances dans le monde scientifique, liés dans notre secteur, la bioéthique. Tout ça pour dire, oui, le gold standard, c'est l'éthique évaluée par comité de pairs. C'est la chose qui va faire une différence sur une demande de subvention. Mais si, en tant qu'étudiant, vous postulez pour des bourses et vous avez 0 sur votre dossier, aucune publication, bien, c'est mieux d'avoir un compte-rendu ou un commentaire ou un éditorial que de rien. Commence avec ça parce que, comme Kate a dit, c'est fun de publier, c'est fun de rédiger, c'est valorisant, c'est bon pour l'ego de voir notre texte en presse 2 ans plus tard. On espère plus rapidement avec les revues en access libre. Commence avec ça et pense outside the box. Pense à d'autres domaines qui peuvent profiter de vos idées. Pense dehors le secteur de santé publique, parce qu'il y a d'autres gens qui ont besoin, qui n'ont jamais pensé de ces idées. Oui, peut-être vos collègues disciplinaires vont négliger ces sortes de publications. Oh, c'est pas important, c'est pas dans American Journal of Public Health, donc on s'en fiche. Oui, mais pas tout le monde pense comme ça. Et de plus en plus, on est dans une ère où c'est pas tout dans une revue, c'est dans une diversité de revues. Certaines qui sont des revues très spécialisées, faites par des publications ou des groupes savantes et qui n'ont pas le grand budget des méga-revues scientifiques, mais qui publient des textes de qualité. Donc, prends le risque et publie toutes sortes de textes. Mais fais ça de façon éthique. Fais pas le travail en 5 quand ça peut être fait en 1. Par contre, si vous avez une idée à transformer pour différentes audiences, faites cet acte de transformation. Ça, c'est complètement légitime. Oui, c'est la même idée générale, mais c'est 5 façons complètement différentes de traduire cette idée pour des audiences qui ont besoin de ça et qui ne vont jamais lire dans votre domaine. Mais si vous publiez dans leur domaine, ils vont lire et là, vous avez un impact. Et c'est une façon éthique de publier, avec les gens avec lesquels on fait confiance, où ça peut faire une différence, et d'assurer que ce qu'on publie, c'est quelque chose avec lequel on a une fierté. On est capable de dire, je suis responsable pour cette publication, pour son contenu, pour son style. Mes collaborateurs, on est tous capables de signer notre nom pour ce texte et dire, oui, ça vaut la peine de publier. Ce n'est pas la chenoute, c'est de qualité, mais dans toutes les formes que ça peut prendre. Merci. Ok, je suis sûr que pour ce dernier panel, il y aura suffisamment de questions. Moi, j'ai une question. Je fais un doctorat et je voulais publier un article, mais j'ai un conflit avec mon directeur. Ouais. Comment je fais? À qui je vais parler et avec qui je discute pour régler ce conflit de qui est premier, qui est dernier, qui est troisième, qui n'est pas là? Les conflits dans les collaborations d'auteurs sont une source importante de manquement, sont une source importante de brise de relations et de brise de confiance, évidemment. Donc, la façon de procéder, c'est de commencer avec des discussions. Évidemment, quand on est dans une relation de pouvoir, comme étudiant, on est moins bien placé pour contester l'autorité du directeur. Ça, c'est évident. Mais s'il y a une ouverture de la part du directeur, ça, c'est une place pour commencer à dire, regarde, j'ai rédigé ce texte et il y a 2 personnes nommées sur le texte qui n'ont rien fait. Ou leurs contributions sont vraiment au niveau éditorial, ce n'est pas une contribution substantielle. Pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est quoi l'argument, la justification pour ça? De lancer cette discussion est un acte éthique pour assurer une collaboration qui est cohérente, qui répond à les normes académiques de authorship à ce moment en acceptant qu'elles sont diverses. Parce qu'on veut également reconnaître la place d'une technicienne qui a fait des travaux importants. Mais est-ce qu'on veut mettre le nom du labo et le directeur du labo qui a fourni les analyses qu'on a payées pour? Parce qu'on sait très bien, il y a 2 prix.
Il y a le prix de je paye directement pour le service, je ne mets pas l'auteur. Et il y a le demi-prix que je mets le nom du directeur de labo et ça coûte le demi de la prix. C'est des exemples qu'on voit très bien dans le secteur. Mais dans ces conflits, le mieux, c'est de commencer avec une discussion et dès le départ. C'est quoi les règles du jeu? Et de les expliquer et de le débattre et de voir quels sont les modèles. On commence à avoir des lignes directrices c'est encore flou. Quand ça va au-delà de ça, quand il y a un blocage dans la discussion, là, c'est la place pour impliquer un tierce partie. Peut-être c'est un directeur du département. Des fois, les cas les plus extrêmes, c'est un ombudsman et ça, c'est comme le chèque total. Parce qu'on arrive maintenant avec les juristes. Et le résultat, c'est des pertes de confiance, des pertes de collaboration. Dans des pires de scénarios, you cut your losses. On laisse tomber puis on retire d'une collaboration. Ça m'est déjà arrivé. Et c'est un pet, oui. Quand c'est le directeur de recherche et il y a un blocage fondamental sur les règles du jeu, tu changes de directeur de recherche. Parce que c'est une collaboration qui va durer 4 ou 5 ans. Si on n'est pas capable de collaborer avec cette personne sur une publication, on n'est pas capable de collaborer avec cette personne de façon éthique et avoir la confiance de prendre leur direction pendant 4 ou 5 ans.